nombreux économistes des gouvernements et organisations internationales essayent depuis quelques années de tout mettre en œuvre pour développer l'Afrique en passant par l'entrepreneuriat. Monter son propre entreprise et être son propre patron est alors devenu un rêve qui anime beaucoup de jeunes Africains. Ces derniers nourrissent diverses ambitions autour de la création d'entreprises. Certains pensent qu'ils vont faire fortune comme Aliko Dangote ou Sébastien Javon, d'autres qu'ils vont gérer eux-mêmes leur planning et leur envie et qu'ils vont enfin pouvoir faire tout ce qui leur plaît. Mais la chose, dans la pratique, paraît-elle toujours aussi simple? Eh bien non. Conséquence du manque de formation et d'absence de conditions favorables à un écosystème entrepreneurial, beaucoup n'arrivent pas à franchir l'étape de la simple idée ou de projet. Et d'autres encore n'hésitent pas à fermer boutique à peine l'entreprise installée. Mais comment font ceux à qui tout réussit? Quelles sont les règles de départ en matière d'entrepreneuriat? J'ai une idée d'entreprise, par où commencer? Eh bien, on en parle dans ce numéro d'Espace Éco. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur SICA. La discussion, c'est juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Kenom-Zontounou. Bonjour. Bonjour. Administrateur de commerce, vous êtes spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Également présent sur ce plateau, Rodrigue Raoul Rustico. Bonjour. Bonjour, cher ami. Analyste financier, fiscaliste, auditeur comptable senior. Vous êtes également l'associé gérant du cabinet Finis Management au Bénin. Bienvenue. Merci. Alors, je veux créer une entreprise. Par où commencer? La question, elle est toute simple et elle s'adresse à vous, Monsieur Zontounou. Merci beaucoup. Alors, merci déjà à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Alors, je veux créer une entreprise. Ça commence par quoi? Ça commence tout simplement par une idée. Parce qu'en fait, une entreprise, avant de prendre corps, commence d'abord par une idée. Puisque c'est l'idée, en fait, qui sera traduite après en activité, d'accord, et en action par la suite pour pouvoir véritablement produire de la richesse. Donc, c'est un point essentiel en matière donc, de création d'entreprise. Il faut déjà avoir une idée et ensuite poursuivre par le test de l'idée et un certain nombre de choses. Mais comment peut germer une idée d'entreprise, par exemple? Alors, une idée d'entreprise, ça peut germer par l'observation donc, du quotidien, par les situations personnelles qu'on vit, par exemple. Une idée, ça peut germer, on peut être inspiré simplement par donc, notre entourage immédiat. Ça peut être une expérience qu'on a vu quelqu'un faire qui manque peut-être un aspect. D'accord, et cela nous vient comme une forme d'inspiration. Et bien entendu, on peut commencer maintenant par voir de façon concrète comment le faire, par exemple. Voilà. Raoul Rustico, la même question s'adresse à vous. J'ai une idée d'entreprise, par où commencer? Alors, c'est une belle préoccupation. Vous savez, tout part de l'idée, comme il a dit tout à l'heure, tout part de l'idée. Et dès que vous avez l'idée, il faut formaliser votre idée. D'accord? Il faut passer à l'étape du projet d'entreprise. Alors, mais il n'y a pas de mauvaise idée. Lorsque vous avez une idée, c'est à vous de croire en votre idée. Et d'où est-ce qu'on peut identifier cette idée-là? Vous savez, c'est simple, hein? Même à travers les loisirs, les déplacements, le voyage. Cela voudrait dire quoi? Une idée, c'est d'abord quelque chose qui vient combler un vide. C'est-à-dire, j'identifie d'abord le besoin. Et de fait qu'il y a vraiment un vide, ce besoin vient combler alors ce vide-là. Vous voyez, donc il ne s'agira pas de faire ce que tout le monde fait. On peut faire ce que tout le monde fait, mais autrement. Vous voyez, c'est ça en fait, avoir une idée. Avoir une idée, c'est améliorer ce qui existe. Innover. Innover, d'accord? Et avoir une idée, c'est également sortir du nécessaire, sortir du général, d'accord? Et de particulariser un peu son idée. Donc aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, quand ils veulent entreprendre, ils préfèrent beaucoup plus faire du suivisme. On regarde l'autre parce que l'autre a entrepris, l'autre a démarré par entreprendre, il a eu à développer telle idée d'entreprise. Et ça a marché. Et ça a marché pour lui. Mais malheureusement, vous n'avez pas les clés de production de ce monsieur. Donc la personne détient la clé d'accord nécessaire pour pouvoir mettre en place alors son entreprise. Avoir une idée, ce n'est pas une fin en soi. Tout le monde est doté d'avoir vraiment cette capacité d'aller identifier des besoins à combler. Et donc, il s'agira alors à tout un chacun de nous, si vous voulez créer votre entreprise, d'observer. Vous devez avoir le sens de l'observation, vous devez avoir le sens d'aller identifier des besoins.
d'accord, et de chercher à aller combler alors ces besoins-là. Donc, c'est comme ça qu'on trouve une idée d'entreprise. Et après l'idée, il faut passer maintenant à la phase de projet d'entreprise. Voilà. Au début de votre intervention, vous l'avez souligné, il n'y a pas de mauvaise idée. Mais comment apprécier si une idée d'entreprise est rentable? Alors, vous savez, il faut d'abord croire en son idée. Si vous avez une idée, vous devez d'abord croire en votre idée. Parce que c'est comme cette dame qui vous dit, par exemple, je veux vendre du Piwata. Vous allez penser que c'est... vous allez vous dire, mais tout le monde vend ça. Mais est-ce que vous connaissez sa stratégie commerciale? Non, vous ne connaissez pas. Donc, chacun se dit, j'ai foi à mon idée, je m'assois, et puis je calcule tout simplement tout ce que j'ai comme input et tout ce que je peux alors également produire par la suite. Mais ce qui pose souvent un problème au niveau des créateurs d'entreprises, c'est qu'on crée une entreprise pour se dire, je veux devenir riche tout de suite, immédiatement. Ce qui n'est pas vrai. Parce que créer une entreprise, c'est toute une étape. Vous savez, celui-là, par exemple, qui n'aime pas le risque, ne veut pas venir créer une entreprise. Non, parce qu'un chef d'entreprise est en permanence dans le risque, est en permanence en train de réfléchir à des solutions. Et la belle preuve en entreprise, du moins, quand vous avez une idée d'entreprise et vous ne croyez pas en votre idée, l'idée est morte. Il faut d'abord croire en votre idée. Et c'est ça, en fait, que vous allez maintenant prendre pour détailler ça. Et en la matière, en termes d'entrepreneuriat, quand vous avez une idée d'entreprise, on vous conseille souvent d'avoir un cahier pour vos idées. Parce que si j'ai une idée aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'ai déjà en même temps un projet d'entreprise. Je mets ça dans un cahier. Au fur et à mesure, je peux avoir encore d'autres compartiments par rapport à la même idée. Je le mets. Parce que quand vous écrivez, plus vous écrivez en fait, plus vous êtes attaché à votre idée. Et donc, du coup, on essaie d'établir alors un plan, d'accord, jusqu'à ce qu'on quitte la phase d'idée générale pour aller vers un projet d'entreprise. Vous voyez donc, c'est toute une étape. Il ne s'agira pas du tout de sauter. Il faut aller doucement, doucement. Et savoir que toutes les bonnes entreprises au monde entier ont commencé par l'échec. Il n'y a pas cette entreprise qui a commencé avec réussite. On y reviendra certainement. Des idées, on peut en avoir une flopée, on peut en avoir de multitudes. Raoul Rustico l'a souligné, marquer des idées dans un cahier, par exemple. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que cette idée en laquelle je crois est la bonne, elle peut être rentable par la suite? Oui. Alors, je rejoins un peu ce que M. Rustico a mentionné, mais je voudrais ajouter également que lorsque vous avez une idée, l'idée est destinée à satisfaire un besoin pour une clientèle donnée. Et donc, ce qui est intéressant et ce qu'on peut faire, il y a le concept du Lean Startup. On pourrait consacrer une autre émission à développer ce concept-là pour les entrepreneurs, si vous le souhaitez bien. Mais lorsque vous avez l'idée, il est nécessaire de pouvoir la tester. Parce qu'en fait, vous avez l'idée. Je suppose que vous avez, par exemple, nous avons dans notre milieu commun, pour prendre des exemples concrets, des personnes nous avons notre accoin que nous faisons ordinairement. Alors, vous avez peut-être l'idée de produire cela, du accoin bio, et le rendre disponible pour les fêtes et installer une unité de production par rapport à ça, par exemple. L'un des points importants, par exemple, avant de commencer, c'est déjà de tester, d'accord, est-ce que le produit que vous voulez vendre et le conditionnement de ce produit-là, par exemple, est-ce qu'il y a une cible, une clientèle disponible par rapport à ce produit-là? Et établir un projet d'entreprise dans lequel vous pouvez évaluer à peu près quelles sont, par exemple, les ressources nécessaires dont vous devez disposer pour pouvoir mener cette activité, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a nécessité, par exemple, pour vous de vous former? Quels sont les matériels et équipements qu'il vous faudra, par exemple, pour pouvoir avancer dans la concrétisation de votre idée? C'est très important. Quel en est le coût, voyez-vous? Et également, quelle est la clientèle disponible et son pouvoir d'achat? Donc ça, c'est autant d'éléments. Justement, vous avez posé tellement de questions, autant d'éléments, mais comment trouver réponse à ces questions? Alors, trouver réponse à ces questions se passe à travers, disons, la conduite d'une étude de marché. Et selon l'ampleur de votre idée ou selon votre capacité, d'accord, d'autofinancement, vous pouvez soit confier cette étude-là à des professionnels, soit la mener vous-même en fonction des capacités, donc des aptitudes que vous avez, si vous pouvez le faire vous-même ou pas. En fonction donc du niveau et de l'ampleur que vous souhaitez pour votre entreprise, eh bien,
les coûts associés à cette étude de marché seront relativement élevés en fonction donc disons du niveau que vous voulez donc amener votre entreprise. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et généralement, je pourrais ajouter que lorsque vous voulez tester, par exemple, pour revenir à l'exemple que j'ai pris, vous voulez tester, l'idée de production donc du aqua. Eh bien, vous pouvez, par exemple, par rapport au conditionnement, vous avez acheté du maïs, acheter les emballages, par exemple, vous pouvez le faire à petite échelle. Vous voyez un peu, pour déjà évaluer le coût de production. Ça, c'est déjà une étape, par exemple. Donc, pour la production du aqua, il me faut, par exemple, quelle quantité de maïs, il me faut quelle quantité d'eau, de sucre, éventuellement du lait, ainsi de suite. Vous voyez un peu quelle quantité de charbon, par exemple, ou bien de gaz, ainsi de suite. Établir un peu et voir, par exemple, quel est le coût de production de ce produit-là, et voir le temps que vous-même vous avez consacré, par exemple, à cette production-là. Si vous devez rémunérer, d'accord, la main-d'œuvre, le temps que vous avez passé, quel en est le coût, d'accord, et voir maintenant le prix auquel, disons, la clientèle cible serait prête à acheter le produit. Vous voyez un peu? Donc ça, déjà, le comparatif donc, de ces différents éléments vous permet déjà de voir un peu quelle est la viabilité. C'est un peu comme une étude de marché, mais de façon pratique. Oui. Ce que vous conseillez. Oui. Alors, Rodrigue Raoul-Lustico, une étude de marché, quelle importance vous accordez à une étude de marché avant de se lancer dans une idée d'entreprise? Non, mais écoutez, si vous avez une idée d'entreprise et que vous n'avez pas votre cible, je ne sais pas à quoi ça va servir, puisque votre idée d'entreprise est appelée à toucher certaines personnes. Et pour toucher cette personne-là, vous êtes obligé d'abord d'aller identifier. Il ne s'agira pas de produire, d'aller identifier les preneurs. Il s'agit d'abord d'identifier les preneurs avant d'aller produire. C'est ça, en fait, la démarche marketing. Et lorsque vous ne le faites pas comme ça, vous risquez de produire et vous risquez de ne pas avoir de preneurs. Alors, c'est une phase très importante au niveau de la création d'une entreprise parce que très peu le font. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas faire l'étude de marché, mais qui décide d'ouvrir un restaurant. Il décide d'ouvrir un restaurant dans un environnement où il n'y a que des musulmans et le restaurant serait naturellement peut-être spécialisé dans la viande du porc. Je dis de n'importe quoi. La viande du porc, par exemple. Alors, ça dit que, selon vous, cette idée elle est pratique par rapport à la zone. Parce que s'il avait fait l'étude de marché, on va lui dire que 90% de ceux-là qui vivent dans la zone sont des musulmans. Et donc, si tu dois pouvoir produire une viande que ceux-là ne mangent pas, tu pourras ne pas avoir alors de clients. Et donc, l'étude de marché, c'est un élément, une composante du business plan que vous devez normalement réaliser quand vous voulez aller vers le projet d'entreprise, parce que on a besoin d'identifier un peu naturellement tous les moyens dont vous avez besoin. Et même mieux, dans le business plan, on est en mesure d'évaluer le coût de votre investissement, d'accord, avec bien sûr le fonds de roulement d'exploitation. Et enfin également, vous faites comprendre que ça là que vous avez investi, par exemple, voilà, vous allez récupérer le capital investi durant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des études pour pouvoir le faire, d'accord. Bon, c'est pas qu'il faut créer une entreprise à la va-vite. Il y a des conditions. Vous savez, une entreprise, c'est un produit. Et un produit, ça a des cycles de vie. Au lancement, vous comprenez avec moi qu'il faut injecter beaucoup d'argent, d'accord, naturellement, et aller vers la phase de croissance, venir à la maturité pour pouvoir respirer un tout petit peu. Et donc, ce n'est pas chose facile de conduire une entreprise. Et quand vous voyez des gens avoir leur entreprise et vous disent que je suis dans ma 10e année, dans ma 15e année, dans ma 20e année, comprenez que c'est pratiquement 20 ans de souffrance. Parce que chaque année, avec cette difficulté en entreprise. Et donc, lorsque vous voulez créer et vous ratez la phase d'étude de marché, vous comprenez avec moi que vous êtes passé à côté, tout simplement. Donc, c'est une importante étude qu'il faut faire. Et même mieux, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on vous impose même d'aller vers l'étude d'impact environnemental pour vérifier quelle est l'influence, d'accord, de votre projet sur l'environnement. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est des petits détails que certains promoteurs ne s'y connaissent pas trop. Donc, il va falloir quand même les indiquer. Bon, ils ne sont pas leur faute, ce n'est pas de leur faute également, parce que c'est une question de formation. C'est une question de formation, une question de culture. Il y a des gens qui ont vu d'autres créer leur entreprise, qui ont réussi.
ils ont envie de faire pareil. Le snobisme ne marche pas en entrepreneuriat. Il faut innover, il faut quand même pas faire ce que l'autre a l'habitude de faire. J'ai souvent l'habitude de donner un exemple. Il y a des années, pour faire les machines à calculatrice qu'on utilisait, l'écran faisait face seulement à celui qui tapait. Mais à un moment donné, ils ont compris que il vaut mieux que celui-là à qui je tape, le montant là, puisse également lire. Donc on a doublé l'écran. Vous voyez, ce n'est pas la même personne, mais l'autre personne a doublé l'écran juste pour faciliter la tâche. Donc, il a innové. Il a pris une idée qui existe déjà, mais il n'a pas fait l'idée. Et donc, c'est ça, il faut quand même faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas être statique. Le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde très dynamique. Et il faut avancer avec. Alors, vous avez souligné tout à l'heure quelque chose en donnant un exemple d'un entrepreneur qui veut s'installer dans une zone qui voulait vendre, par exemple, la viande de porc, mais avec l'étude de marché, il peut se rendre compte de ce que dans cette zone, 90% des habitants sont des musulmans. Est-ce que cela voudrait dire que le choix de la localisation est aussi un élément important à prendre en considération? Absolument, c'est un élément très très important à prendre en considération. Parce que on a dit quoi? C'est pour identifier un besoin et combler un vide. Mais est-ce que c'est un besoin de la zone? Si ce n'est pas un besoin de la zone, vous imaginez un peu la suite. Mais vous aurez très peu de clients de la zone. Or, vous installez votre entité dans une zone pour satisfaire leurs propres besoins. Vous voyez? Donc, il ne s'agira pas de choisir une localité pour choisir une localité. Surtout pour ceux qui sont dans les services, il faut tenir compte vraiment de votre clientèle cible. Et donc, la zone, c'est un indicateur important. On n'a pas le choix. Alors, Monsieur Zoutounou, Stéphane Kenom, cela voudrait dire qu'un mauvais choix de localisation de l'entreprise peut entraîner l'échec de cette entreprise. Oui, absolument. Un mauvais choix de l'emplacement peut entraîner. Et il faut distinguer, en fait, le choix de l'emplacement en fonction du type d'activité. D'accord? Parce que lorsque, par exemple, je veux faire de la production, d'accord, le choix de l'emplacement en termes de site de production, par exemple, peut être influencé par la proximité avec les matières premières. Parce que ça influence, par exemple, bien le compte d'exploitation de l'entreprise. Si vous vous installez, par exemple, vous voulez produire de l'ananas, par exemple, d'accord, du jus d'ananas, avec différentes variétés, d'accord, et que vous avez la possibilité, par exemple, d'installer votre site de production dans une zone comme Alada et autres, là, il vaut mieux le faire, par exemple, que d'installer l'unité de production en plein centre-ville, donc de Cotonou, par exemple, et avoir à supporter des frais de transport des matières premières et autres. Vous voyez un peu. Mais par contre, par exemple, si vous voulez installer un restaurant, d'accord, et servir à manger, eh bien, le choix de l'emplacement est important, par ce sens que, si vous choisissez un emplacement où, par exemple, il y a beaucoup d'administration tout autour ou à proximité, vous voyez, c'est très important parce que le cœur de cible de votre activité est à proximité et un facteur qui joue beaucoup dans, disons, la vente, d'accord, c'est vraiment la proximité, le temps que la personne va mettre avant de bénéficier du service. Donc, c'est des éléments qui influencent beaucoup, disons, la rentabilité de l'entreprise et il faut vraiment veiller à faire ce choix-là. Maintenant, je voudrais revenir rapidement sur un élément de l'étude de marché pour dire que lorsque vous avez une idée d'entreprise, et que vous n'avez pas une clientèle pour véritablement consommer, disons, le produit ou le service que vous voulez produire ou proposer, ce n'est pas la peine. Et donc, un élément, parce que beaucoup de promoteurs, disons, extrapolent une étape, c'est vraiment l'étape de prendre la peine de tester à petite échelle, d'accord, son idée d'abord. Et je veux raconter une histoire. J'ai une connaissance à moi qui m'a demandé un jour de l'aider à commencer une activité parce que elle voudrait, disons, s'auto-employer. Alors, je lui ai dit, tu veux vendre quoi? Elle m'a dit, voilà, moi, je veux vendre des produits, des sous-vêtements pour les femmes et tout. Et donc, je dis, mais est-ce que tu as une clientèle disponible? Est-ce que tu as un portefeuille, par exemple? Parce que il ne s'agira pas de prendre de l'argent, d'aller acheter le produit, d'accord, et de commencer maintenant par rechercher les clients. Ce que je te propose,
c'est de mesurer la viabilité de ton business. Alors, va identifier des surfaces où ils vendent ces sous-vêtements-là. Consulte déjà ton répertoire, ton environnement immédiat, par exemple, et identifie les potentiels clients à qui tu vas proposer ces services-là. Va prendre donc les images de ces produits sous-vêtements que tu veux vendre, et déjà, avec le développement du numérique aujourd'hui, commence déjà par proposer ces services-là en négociant par exemple des marges avec cette boutique-là, cette surface. Ça te permet vraiment d'apprécier, disons, que tu as une clientèle réceptive par rapport à cette proposition que tu as. Après, dans les propositions de produits ou autres que tu veux soumettre, tu peux mettre des variétés ou autres, mais aller prendre de l'argent et juste aller acheter des produits et commencer. Et généralement, c'est ça qui fait que les gens parfois se disent mais c'est périlleux d'entreprendre. Parce que même parfois, vous allez voir des personnes qui prennent de l'argent, ils vont louer un local, ils vont acheter des meubles, ils vont prendre une secrétaire, c'est-à-dire qu'ils vont se créer des charges fixes à une hauteur à laquelle ils n'ont pas encore, disons, garanti une clientèle captive pouvant leur permettre de rentabiliser. Et ça, c'est des erreurs à éviter absolument quand on veut entreprendre. Alors, nous avons évoqué le cas de la localisation de l'entreprise. On a parlé de la clientèle type qu'on peut y avoir. On a parlé de la proximité de l'unité de production. Mais qu'en est-il de l'importance de la concurrence dans le choix de la localisation? Oui, vous savez, le concurrent, c'est aussi un de vos partenaires. Et dans l'environnement, vous devez tenir compte des données de votre concurrent. Le concurrent, au contraire, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire je vais entreprendre quelque chose dont je suis vraiment l'unique en termes de création. Donc, soyez sûr que quelqu'un a déjà eu l'idée là avant que vous n'ayez cette idée-là. Donc, celui-là, déjà, même si ce n'est pas encore un concurrent de taille, c'est un concurrent potentiel. D'accord? Qui est là? Donc, à qui votre sortie, par exemple, légale, peut en même temps le réveiller. Pour dire, ah tiens, j'ai déjà pensé à cette idée-là, mais pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui l'a avant moi? Donc, il peut en même temps pas réfléchir et naturellement, en termes de concurrence, on doit s'apprêter à recevoir tout simplement les effets de la concurrence. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut s'installer dans une localité, dans une zone, dans une région où il y a déjà trop de concurrents ou éviter carrément ces zones? Alors, je vous explique quelque chose. Allez, nous sommes au Bénin, allons-y au niveau du stade de l'amitié. Tous les soirs, vous allez voir des gens vendre crédit, chacun avec sa cabine téléphonique. Mais qui vend des crédits? Cela vous suppose quoi? Lorsque vous êtes dans un environnement hautement concurrentiel, il y a maintenant votre style de management qui doit pouvoir compter beaucoup. Il y a des gens qui vont quitter ici pour aller au stade, ils ne font qu'acheter à un seul endroit. Pourquoi? Parce que, en fait, le promoteur a une manière, naturellement, de fidéliser sa clientèle. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans une situation de concurrence plus parfaite, c'est à vous de développer les stratégies nécessaires. Maintenant, si vous êtes une jeune entreprise, une nouvelle entreprise jeune, et vous voulez aller vous installer, et c'est au cœur des dinosaures en termes de concurrence, vous comprenez avec moi que vous allez faire tellement d'efforts, mais vous n'allez pas atteindre votre taille critique. Donc, c'est un problème. À moins que vous soyez vraiment jeune entreprise, mais vous avez les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, il faut avoir la capacité de faire face à la pression concurrentielle. Si vous n'avez pas la capacité, la concurrence va vous faire disparaître tout de suite et immédiatement. Donc, il s'agira d'avoir les politiques de ces moyens pour dire, ah, je suis dans une situation de concurrence plus parfaite, je dois pouvoir m'armer et savoir que je dois recevoir des coups. Et apprendre. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas de concurrents, vous ne vous sentez pas grand chose. C'est comme les structures qui ont le monopole. Elles sont libres de fixer les prix qu'elles veulent. Et puis, mais lorsque vous êtes dans une situation de concurrence, tu es obligé de rimer, tout simplement, mais d'arrimer tes prix-là par rapport au prix à la concurrence. Vous voyez, donc, la concurrence, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais la concurrence permet de réglementer le marché. Ça permet de ne pas avoir quelqu'un qui soit juste le monopole de cette activité. Donc, il faut comprendre que quand vous voulez créer une entreprise, vous êtes déjà dans la concurrence. Le jour où vous avez l'idée, soyez sûr que vous êtes déjà dans la concurrence. Et quand vous commencez en même temps par exercer, vous devez vous attendre également à ce que vos propres amis, vos propres amis proches créent la même chose que vous. Mais c'est à vous, chaque fois, de répéter, de reprendre encore ce que vous avez l'habitude de faire
de créer encore, de faire de la diversification de votre idée d'entreprise pour qu'eux ne puissent jamais vous atteindre. Parce que quand vous restez statique, et c'est la même idée que vous avez depuis des années, mais vous allez mourir un jour. Tout simplement. Donc, il vaut mieux alors avoir l'esprit très dynamique en entrepreneuriat pour avancer. Alors, Stéphane Kenom-Zuntono, les zones où la concurrence est concentrée peut être synonyme de forte demande. Ouais. Mais en même temps, synonyme également de risque. Oui, absolument, synonyme de risque, mais il faut distinguer. Il faut vraiment distinguer parce que lorsqu'on a une idée d'entreprise, un élément important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, si je fais du copier-coller, mes chances de réussite sont assez minces. Et donc, il faut avoir des éléments de différenciation. C'est ça qui fait la différence. Et puis, si j'ai, c'est un restaurant, d'accord ? Nous avons la zone de challenges qui est un élément important. Si, par exemple, là où je veux m'installer, la zone de challenges, d'accord, il y a déjà d'autres concurrents, eh bien, je ne veux pas fuir la concurrence. Parce que c'est l'opportunité pour moi est dans cette zone. Ce que j'ai à faire simplement... La zone de challenges, définissez pour que tous ceux qui nous suivent... La zone de challenges, c'est la zone, en fait, qui prend en considération l'univers captif, d'accord, de la clientèle de l'entreprise. C'est-à-dire que si je suis un restaurant, par exemple, eh bien, ce sont, par exemple, l'ensemble des administrations, des entreprises, des clients, d'accord, qui m'entourent dans un périmètre donné, qui sont susceptibles, en fait, d'avoir besoin de mes services et qui ont besoin que ce service-là leur soit offert dans les délais raisonnables et de qualité. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas à fuir, en fait, mais ce que j'ai à faire, c'est d'identifier des éléments de différenciation. Donc, au niveau d'un restaurant, par exemple, ça peut être le service, la qualité du service après, de l'accueil, par exemple, c'est un élément important. Le temps d'attente, par exemple, quand les gens viennent pour prendre leur repas, comment c'est géré, par exemple. D'accord ? L'ambiance, d'accord ? Donc, l'environnement, on va dire, donc, du restaurant. Comment est-ce que c'est géré ? Tout ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte, vous voyez un peu, qui va captiver en fait cette clientèle-là. Et comment est-ce que je fais une variation ? Aujourd'hui, par exemple, on peut noter qu'il y a un déficit criard, par exemple, du service de petit déjeuner dans notre pays. La plupart des cadres qui travaillent dans les entreprises ont d'énormes difficultés aujourd'hui, par exemple, à prendre leur petit déjeuner. Il y a des entreprises qui offrent ça, par exemple, il y a des cantines, mais beaucoup ne l'offrent pas. Pourtant, aujourd'hui, l'univers de la restauration, c'est une niche qui n'est pas captée. Or, je veux m'installer dans une zone où il y a de la concurrence. Je peux me positionner déjà sur cette niche-là. Et en conséquence, j'attire à moi, par ce service d'appel, donc de petit déjeuner, j'attire en fait pour, par exemple, le déjeuner et d'autres services par la suite. Donc, il ne s'agit pas de fuir, mais d'avoir des facteurs de différenciation parce qu'autrement, en fait, l'entreprise est mornée. Alors, lorsqu'on finit de faire une étude de marché pour définir la clientèle, pour définir la zone où on doit s'installer, pour définir la concurrence et tout, alors, lorsqu'on finit de faire l'étude de marché, la réalisation d'un business model ou d'un business plan est-il toujours nécessaire ? Oui, je confirme que c'est nécessaire parce que c'est rien que le résumé de tout ce que vous avez à faire par le passé, c'est-à-dire l'étude économique, l'étude financière, l'étude de marché, l'étude d'impact environnemental, c'est tous ces éléments-là condensés, d'accord, dans un document que nous allons appeler le business plan. Donc, c'est ça qui vous permet d'avoir une feuille de route. C'est votre tableau de bord en réalité. Donc vous suivez juste les étapes parce que à l'intérieur du business plan, on demande également aux promoteurs d'aller vers un planning d'exécution, tout simplement de leur projet d'entreprise. Donc vous devez savoir que vous avez fait des objectifs clairs. C'est-à-dire, vous savez que dans tel mois, voilà ce que je dois pouvoir faire, tel mois, ce que je dois faire, jusqu'à ce que vous devez vous auto-évaluer. C'est ça, en fait, l'objectif du business plan. Et de savoir également, ça vous permet également naturellement, peut-être de lever quelques ressources de part et d'autre, parce que vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un aujourd'hui et lui dire, bon, venez m'accompagner, et sans pour autant lui brandir vraiment un document sous la main. Parce que c'est le document qui lui permet quand même d'avoir une idée globale sur votre idée d'entreprise et de pouvoir alors vous accompagner. Donc, quand on fait toutes ces études-là, vous voyez avec moi qu'il est important de marquer une pause et de recentrer maintenant le débat.
les informations qu'on a essayé de colporter de part et d'autre, on les a réunies dans un document que nous allons appeler le business plan, qui aujourd'hui est un document stratégique pour le développement de toute entreprise. C'est important. Alors, ce n'est pas parce qu'on a déjà fait une étude de marché qu'on peut brûler l'étape du business plan. Non, justement, le business plan, c'est la boussole, comme M. Rustico l'a noté. C'est la boussole de l'entrepreneur. C'est indispensable d'avoir Nous sommes conscients de ce que beaucoup d'entrepreneurs brûlent cette étape. Ah oui, absolument. Et pourtant, c'est nécessaire parce que sinon, très rapidement, au bout de 2-3 mois, vous commencez par faire de la navigation à vue. C'est-à-dire que le business plan vous permet déjà de cristalliser les différentes évolutions que vous entrevoyez pour votre entreprise. C'est très important. Et les différentes actions qu'il sera nécessaire d'entreprendre et à quel moment. Et donc, cela vous permet, en fait, c'est une sorte de feuille de route, comme il a dit, qui vous permet, en fait, de mesurer au fur et à mesure. Ce n'est pas un document à rédiger et ranger dans vos placards. Non, c'est vraiment votre compagnon fidèle qui vous permet d'apprécier un peu comment vous menez votre activité, où est-ce que vous en êtes, et ainsi de suite. Et c'est également un document important pour, aller vers d'éventuels investisseurs. Et soit dit en passant qu'il y a plusieurs types de business plan que vous pouvez rédiger pour vous-même, c'est-à-dire que les informations, les détails, voilà, les détails que vous mettez dans le business plan, selon que vous voulez le présenter à un banquier ou à un associé pour l'amener à prendre des parts de votre capital, eh bien, vous pouvez donc nuancer, c'est-à-dire que vous pouvez nuancer donc les détails, les niveaux de détails pour quand même toujours garder toutes les manettes par rapport donc aux perspectives de votre entreprise. Donc, c'est indispensable. Alors, business plan, oui, on en parle beaucoup, mais quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le plan marketing. Oui, absolument. Et on a l'impression que beaucoup minimisent la chose. Oui, malheureusement, c'est un peu dû au manque de formation, on va dire comme ça. Et on dit mon peu périple faute de connaissances. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons besoin que les entrepreneurs soient davantage accompagnés, que l'environnement, d'accord, pour promouvoir l'entrepreneuriat soit davantage stimulé, pour qu'il y ait vraiment assez d'incubateurs pour permettre aux entrepreneurs, parce que derrière également, c'est l'incapacité, parce que le promoteur n'a pas forcément les aptitudes, les compétences pour pouvoir établir ce plan marketing. Vous voyez un peu, donc il n'a pas forcément également les moyens, d'accord, qu'il faut de façon en bonne et due forme, d'accord, pour pouvoir requérir les services donc d'un spécialiste. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui qu'il y ait vraiment assez d'accompagnement dans ce sens pour que vraiment les promoteurs soient encadrés comme il se doit et aient des facilités pour pouvoir véritablement avancer. Voilà. Raoul Rustico, le plan marketing est-il aussi important à vos yeux comme le business plan? Oui, ben vous savez, le plan marketing, ça fait partie du business plan, hein, d'accord? C'est un élément qui est à l'intérieur du business plan. Donc, quand vous ratez cela, mais écoutez, vous êtes passé à côté. Parce que le plan marketing, c'est tout un ensemble. C'est vrai que quand vous ne confiez pas ces travaux à des spécialistes et que vous restez juste dans vos 4 murs pour rédiger votre projet d'entreprise, pour aller vers le business plan, la plupart du temps, vous rencontrez des difficultés dans l'exécution parce que vous n'avez pas tenu compte des données de l'environnement. Or, quand vous faites des études de marché, d'accord, vous allez vers le plan marketing, vous avez des données de l'environnement. Or, l'entreprise doit être en couplage avec son environnement. Donc, l'entreprise ne peut pas vivre en autarcie. L'entreprise vit en tenant compte des données de son environnement. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que vous avez réussi votre étude d'entreprise sans passer par le plan marketing. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est un élément sur lequel il faut revenir et inculquer cela aux promoteurs. Je donne l'exemple très simple. Nous sommes en République du Bénin. Quand vous allez aujourd'hui au GUF, vous allez voir des gens qui créent l'entreprise, des entreprises tous les jours que de faire. Quand vous faites les statistiques, on n'a pas envie de rentrer dans les chiffres. C'est assez. Mais quand ils créent les entreprises, demandez-leur la pérennité, quelle est leur vision, ce qu'ils veulent faire. Mais ils n'arrivent pas à vous dire réellement ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont créé des entreprises à des coûts d'opportunité. Ils ont créé des entreprises parce qu'ils ont peut-être un frère ou bien un oncle qui est dans une administration ou qui est dans une société qui peut leur donner du marché. Mais ils ne savent pas que créer une entreprise, on a des obligations.
Ils ne savent pas. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que, vu cette activité, j'étais obligé quand même qu'on puisse se réunir et commencer par coacher un peu les entrepreneurs. Pour leur faire comprendre que quand vous voulez créer une entreprise, vous avez des obligations comptables, vous avez des obligations fiscales, vous avez des obligations sociales. Et ça, ils ne le savent pas. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'au niveau du GUF, par exemple, au niveau du Bénin, on ne pourra pas mettre en place un centre où, quand vous voulez avoir un registre de commerce, là, on vous parle un peu de vos obligations comptables, de vos obligations fiscales et sociales. Et quand vous voyez un peu le poids que cela fait, est-ce que vous êtes déjà prêt à vous aventurer? Mais ne le faites pas. Et je pense que l'Association des gestionnaires comptables fiscaux du Bénin est en train de faire ce travail-là pour pouvoir commencer par accompagner, d'accord, les potentiels chefs d'entreprise à mieux comprendre les réalités de l'entreprise. Parce que vous savez, il faut être un homme complètement plein pour entreprendre et complètement plein pour supporter les difficultés au sein de l'entreprise. Mais lorsque vous ne vous préparez pas et vous vous aventurez à démarrer une entreprise, et je vous assure tout que c'est l'échec. Ça, il n'y a rien à faire, c'est l'échec, tout simplement. Parce que, vous savez, moi, j'ai fait l'expérience. J'ai eu à travailler pendant 9 ans avec des gens, j'ai démissionné, j'ai ouvert mon propre cabinet. Mais je sais ce que j'ai vécu il y a 6 ans au sein de mon cabinet. J'ai des difficultés de façon permanente, j'ai des équations tous les jours que Dieu fait à résoudre, mais la solution provenait de moi, même de mon environnement. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'il faut s'apprêter à rencontrer des difficultés quand vous voulez être prêt pour pouvoir entreprendre. Parce que quand vous ne rencontrez plus de difficultés, c'est que vous n'avez pas créé. Celui-là qui n'a pas de difficultés sur cette terre-là n'est pas vraiment humain. Et en entreprise, c'est ça, en fait, le problème. On doit être prêt à rencontrer des difficultés. C'est très important. Alors, dans le processus de création d'une entreprise, à quel moment intervient la recherche d'investisseurs ou de financement? Alors, ça dépend du plan de développement du promoteur. Ça dépend, et ça dépend également de la rentabilité, d'accord, du business. Parce que la recherche d'investisseurs, ça rentre dans un processus de développement de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas une échéance précise qu'on pourrait fixer ou dire, voilà, c'est au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Non, c'est vraiment en fonction des perspectives de développement de l'entreprise que bien, on peut entreprendre. Donc, on n'attend pas d'avoir d'abord un business plan avant de chercher le financement. Oui, non, le business plan même, c'est l'outil de discussion avec l'investisseur. Ça dit que vous ne pouvez pas aller voir un investisseur, ce n'est pas l'oralité qui compte en matière de business. Quand vous allez voir un investisseur, vous devez aller avec un document qui montre un peu la rentabilité. Et même si vous avez, par exemple, entre autres, si vous avez déjà pu, par exemple, dérouler un processus donc de Lean Startup avec des tests, d'accord, les résultats que vous aviez pu obtenir, peuvent donc être reversés ou doivent même être déjà reversés dans ce business plan pour montrer vraiment que le business que vous lui proposez peut donc être rentable. Donc, la recherche d'investisseurs, ça peut être au début même, d'accord, comme ça peut être également après que vous ayez démarré votre entreprise et que vous voulez maintenant engager une nouvelle étape donc, dans le développement de l'entreprise. En fait. Alors, Raoul Rustico, pour quelqu'un qui n'a jamais entrepris quelque chose, à quel moment la recherche de financement intervient dans ce processus de création d'entreprise? Vous savez, ce qui est recommandé et conseillé, c'est d'identifier dans votre business plan à quel moment vous avez besoin vraiment d'un accompagnement. Et lorsque vous ne le faites pas et que vous attendez finir votre business plan, bon, vous avez certainement votre plan dans votre tête. Cela suppose quoi? Que quand vous finissez votre business plan, ce n'est pas en réalité le business plan qu'il faut aller présenter à l'investisseur. Parce que dans votre business plan, c'est détaillé, prêt. C'est-à-dire la clé de réussite est dedans. Dans le business plan, la clé de réussite est dedans. Mais pour aller voir l'investisseur, je ne vais pas le voir avec ma clé de réussite. Parce que je ne sais pas quelle est l'intention l'anime. Et donc, je prépare un dossier qu'on appelle dossier économique qui retrace naturellement les différents agrégats, lui permettant de se rassurer que le risque est couvert. Et c'est ça que je lui présente en tant qu'investisseur. Mais s'il voit que c'est intéressant ce que j'ai comme activité, il investit. Maintenant, quand il investit, il attend un retour sur son investissement. Donc, c'est à moi de bien gérer pour pouvoir alors rembourser alors ce que je dois. Et donc, en la matière, il faut comprendre que lorsque vous-même, vous voulez créer votre entreprise et que vous ne prenez pas l'argent de quelqu'un, vous utilisez vos propres ressources, je vous assure tout que après de 70 à 80%, ces entreprises-là ne marchent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas une contrainte.
Lorsque vous prenez l'argent d'autrui, il y a une contrainte qui est derrière. Vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui crée son entreprise avec ses propres ressources, mais qui est à la maison, il pleut, mais il n'a pas d'échéance à honorer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il se repose tranquillement. Mais s'il sait que, bon, il a une échéance qui est proche là, je dois pouvoir aller au sein de mon entreprise, travailler, avoir de l'argent pour rembourser. Vous voyez un peu l'autofinancement, l'autofinancement, ça crée ce que nous appelons le laxisme. D'accord? On peut dire, bon, c'est mon argent, hein, je ne dois à personne. Mais quand c'est à hauteur où vous devez de l'argent, vous êtes obligé alors de créer de la valeur ajoutée et de rembourser alors ce que vous devez à cet argent-là, à cet élément. Donc, c'est important de mettre l'accent sur le fait que aucune entreprise ne peut aujourd'hui se développer sans faire recours aux dettes. Même les pays les plus riches au monde sont toujours endettés. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis et que l'autofinancement crée des conditions favorables à l'échec? Non, je pense que c'est une affaire d'école. Je pense que c'est pas l'autofinancement en fait qui crée des conditions favorables. C'est le manque de formation. C'est l'ignorance en fait. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que la discipline à avoir, c'est parce que c'est quand vous travaillez pour quelqu'un qu'il faut être discipliné, qu'il faut se donner la contrainte, par exemple, de se lever très tôt et d'être au boulot à 8 heures. Et ils pensent que, par exemple, parce que j'ai mon entreprise, que je peux aller au service à 11 heures, à midi, revenir déjà chez moi à 15 heures, et des jours choisis même de ne pas travailler. Or, c'est faux. C'est faux parce que quand vous avez votre entreprise, c'est maintenant que vous devez être encore plus discipliné. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que... Et parce que quand vous commencez et que vous prenez de l'argent d'autrui, vous travaillez pour l'autre, en fait. Et vous vous époumonnez. Vous avez le sentiment même que vous travaillez pour rien. Et donc, moi, je conseille vivement de recourir autant que faire se peut à l'autofinancement, de faire ses premières erreurs dont l'impact est relativement gérable, d'accord, à ce niveau-là d'abord, et ensuite, maintenant penser à avoir du financement et autres, parce que c'est toujours plus intéressant dans ce cas de figure, mais surtout le plus important en matière d'entrepreneuriat, c'est la discipline. La discipline et la volonté d'aller de l'avant. Alors, venons-en au choix de la nature juridique de l'entreprise. Est-ce que ce sera un établissement, une salle, une société anonyme? Est-ce que cela a également un impact sur le succès de l'entreprise? Nous sommes presque à la fin. Bon, c'est pas que ça a un impact, mais ça dépend de votre vision. Ça dépend de là où vous voulez aller. Je prends le cas de la République du Bénin. Quand vous avez comme ambition de faire de l'import-export et que vous allez créer un établissement, c'est que vous êtes passé à côté. Parce que l'établissement n'est pas autorisé à faire de l'import-export, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Quand vous voulez retenir une forme juridique de votre idée d'entreprise, il faut aller vers un spécialiste qui va vous conseiller, qui vous dira est-ce qu'il faut créer un établissement, c'est une entreprise individuelle, ou bien une entreprise mixte, c'est-à-dire une forme hybride, un peu de capitaux, un peu de personnes, ou bien une société de personnes. Donc il faut voir forcément un spécialiste qui va pouvoir le faire. Et rapidement, pour pouvoir fermer la parenthèse, en fait, je ne disais pas que l'autofinancement entraînait la fermeture de l'entreprise. Je dis que l'autofinancement, ça crée, d'accord, du laxisme, c'est du laxisme. Toutes les théories économiques ont été créées là-dessus, c'est du laxisme. Quand vous prenez de l'argent d'autrui, prenez-moi peut-être aujourd'hui 5 entreprises béninoises qui ne soient pas en mesure d'avoir une ardoise noire à la banque. Je ne pense pas. Parce que, en fait, ça permet en réalité de... L'idéal, c'est quoi? C'est d'éviter que je prenne une dette, je prenne des ressources à court terme, d'accord, pour aller faire de l'investissement. C'est ça qui est déconseillé. Je prends des ressources à court terme, je fais de l'utilisation à court terme. Je prends un crédit d'investissement, j'investis également. D'accord? C'est ça qui est conseillé. Mais ce qui est déconseillé en termes de dette, je prends un crédit que je dois rembourser dans 30 jours. Je prends ça pour aller acheter véhicule. Là, c'est pas bien. Économiquement, ça ne se fait pas. Alors, nous sommes presque à la fin. Le choix de la nature juridique de l'entreprise, est-ce que cela compte également dans la réussite? Oui, cela compte, mais cela dépend, comme il a dit, de l'activité que vous voulez faire. Et c'est intéressant de se faire conseiller par un spécialiste en cas pour pouvoir choisir vraiment
l'option qui est la plus intéressante. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Stéphane Kenom Zontounou, vous êtes administrateur de commerce, vous êtes également spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Merci d'être passé. Rodrigue Raoul Rustico, analyste financier, fiscaliste, auditeur comptable senior. Vous êtes également l'associé gérant du cabinet Finis Management à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous. L'information revient sur Sika.